on voit tout de suite que le sujet part pas tout à fait de la question du foncier, par d'abord la question de l'immobilier, avec ce qui est posé comme une sorte de double injonction contradictoire, c'est-à-dire d'un côté un marché qui serait en retrait et qui nous inviterait à une baisse des prix, et de l'autre côté une montée, on va dire inexorable, des exigences qualitatives qu'on pourrait avoir sur le développement de notre territoire et sur les qualités résidentielles de ce qu'on pourrait développer, qui eux en fait amèneraient à une hausse des coûts de construction. Alors ces normes qui nous questionnent, quelles sont-elles? On a tous en tête des normes thermiques d'adaptation au handicap ou les normes sismiques par exemple également qui amènent beaucoup sur le tableau. On voit ici qu'à l'échelle des collectivités locales, on n'a pas d'emprise sur ce sujet-là, donc on n'y reviendra pas. Par contre, il y a des normes que nous, collectivités locales, nous produisons à travers nos PLU, à travers nos règlements d'urbanisme, à travers nos parties pris d'aménagement, et sur lesquelles nous avons une intervention directe, et sur lesquelles nous avons un effet direct dans le marché du logement. Donc ça rebondit bien sur ce que disait Yann Gérard ce matin, c'est-à-dire que nous voulions ou pas, nos collectivités locales, nous sommes des acteurs de l'immobilier et nous sommes des acteurs du foncier. Et aujourd'hui, on est interrogé face à ce marché à tonnes, de se dire est-ce qu'on doit revenir sur des exigences, est-ce qu'on doit regarder le statu quo, ou alors le troisième volet, c'est bien les leviers fonciers, puisque à niveau de prix égal, si les coûts augmentent, c'est bien le foncier qui doit absorber nos exigences. Donc comment mettre en place du foncier pour que le marché puisse en parler. Pour ça, quatre partenaires qui vont nous aider dans cette table ronde, et puis j'espère vous aussi qui allez intervenir. Et la question aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut donner plus d'argent pour acquérir plus de foncier ou autre, mais comment faire avec les moyens du bord quelque part. Donc c'est un peu le défi que je vous demanderai de relever, c'est de ne pas repartir avec des constats, mais avec des idées, des envies et des pistes de réflexion pour la suite. Tout ça un vendredi soir au sujet du foncier sur l'île. Pour commencer, Gabriel Nallet, du coup, de la Chambre des notaires, Gilles Trigna, qui prendra la suite de la Fédération des promoteurs de l'Isère, Pascal Claire de l'Association des bailleurs sociaux de l'Isère, et Jérôme Barbery qui conclura cette table ronde. Donc Jérôme Barbery, vice-président à la planification et au foncier à la communauté d'agglomération de Ville-Morandie. Monsieur Nallet, je commence du coup par vous et je reviens sur la question initiale finalement en vous demandant comment ces exigences réglementaires qui ont évolué ces dernières années et ce contexte économique finalement interagissent avec le comportement des ménages. Alors, si vous voulez bien, d'abord, deux petites choses. Une première chose, je dirais, être ironique, j'ai un peu l'impression d'être piégé quand vous me demandez d'avoir des idées un vendredi à 16h30. D'abord parce que je ne suis que notaire et que les notaires sont dans vos assemblées là pour donner des chiffres arides, des constats objectifs, mais pas forcément pour avoir des idées. On va essayer donc de faire exception, une fois n'est pas coutume. D'abord, est-ce que vraiment le marché est dans cet état de retrait ou d'hallali qu'on entend dire? Pour l'instant, c'est pas absolument avéré. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un atterrissage lent, continu. On se demande un peu où est le bout de la piste. Mais on a noté par exemple qu'entre juin de l'année dernière et juin 2014, on a une baisse de 2% à peu près des prix et des volumes qui sont relativement stables. Ça, c'est vrai dans l'ensemble des statistiques immobilières, mais on voit tout de même qu'il y a un secteur qui souffre beaucoup plus particulièrement, c'est le neuf. Et donc, des inquiétudes majeures à cet égard. Inquiétudes parce que le neuf a besoin, pour que les opérations se fassent, de gens qui investissent, et que, comme tout programme, enfin, comme toute vente sur plan, si personne ne commence à mettre un peu d'argent au pot et à acheter les logements, eh ben, c'est tous les programmes qui ne se réalisent pas. Donc cet infléchissement marqué dans le neuf, c'est une véritable inquiétude. On constate également d'autres choses, c'est que dans le marché en général, les primo-accédants deviennent de plus en plus rares. Et ça, c'est une inquiétude parce que
on peut dire que lors de la crise de 2008, lors de ce coup d'arrêt très violent, finalement, ceux qui avaient remis du charbon dans la machine, c'était les primo-accédants qui n'avaient pas, entre guillemets, désespéré et qui continuaient à vouloir accéder à la propriété. Ce désir est toujours très fort chez les Français, mais force est de constater qu'il est de plus en plus tardif. Et puis qu'aujourd'hui, les banques ont aussi durci leurs exigences d'accès aux prêts, même si les prêts sont plus bas qu'ils n'ont jamais été. Chaque année, on dit qu'ils sont plus bas que l'année d'avant, donc à un moment donné, quand on sera en taux négatif, on voit vraiment la chance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux invraisemblablement bas, et pour autant, les primo-accédants viennent à manquer, ce qui est une vraie inquiétude, parce que plus les gens accèdent tard à la propriété, plus on sait qu'à moyen terme, on va avoir un coup d'arrêt de toute l'activité immobilière. En moyenne, on sait qu'un primo-accédant garde son logement 8 ans. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 8 ou dans 10 ans, et est-ce que le marché ne va pas être complètement ankylosé. Et puis, on a effectivement aujourd'hui un marché qui est vraiment soutenu par la nécessité, c'est-à-dire par des secondo-accédants, des familles qui s'agrandissent, des couples qui se séparent, mais c'est donc pas un marché dynamique et c'est pas un marché qui remplit son rôle social. L'accession à la propriété a évidemment un rôle social, le marché n'est pas. Il ne remplit pas son rôle social également parce que quand la construction est à l'arrêt, on le sait bien, c'est tout un tissu économique qui est très fragilisé. Donc voilà, beaucoup de signaux négatifs, et puis au milieu de ces signaux négatifs, un contexte législatif qui est tout de même un peu hésitant, notamment sur la question du foncier. Je rappelle qu'il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans, une loi de finances qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel prévoyait de taxer au maximum les terrains à bâtir pour éviter l'attentisme. C'était donc l'idée que plus on taxait les gens, moins ils auraient envie de garder leur terrain à bâtir. C'était un concept assez innovant, on va dire. Sur lequel moi je suis sur les dauphinois que je croise en tout cas n'ont jamais vraiment partagé ce constat. Maintenant on en revient à l'extrême inverse pour ainsi dire, puisque à partir du 1er septembre on invite maintenant les propriétaires à libérer du foncier en leur mettant des soldes sur l'imposition des plus-values. Donc véritablement une situation qui fait que les propriétaires fonciers particuliers ont du mal à savoir, à moins d'être des lecteurs avisés du journal officiel, ce que je ne leur souhaite pas, ont un petit peu du mal à savoir sur quel pied danser, et dans un marché où on a besoin de certitude. Du côté des accédants à la propriété, il y a aussi des choses qui évoluent d'une manière sensible. On le voit par exemple sur tout ce qui concerne nos statistiques sur les terrains à bâtir. Et on constate tous que finalement les jeunes accédants à la propriété ont toujours un rêve très fort de maison individuelle. Ça c'est un idéal français absolu. Mais que cet idéal, c'est plus celui de nos parents. C'est plus celui, M. Seglevat le disait, de tondre 2500 m² de jardin le week-end, loin s'en faut. Et qu'aujourd'hui, les opérations de construction de logements intermédiaires ou de petits habitats individuels sur des terrains de 350 ou 400 m², ça ne pose pas de problème aux accédants à la propriété. Alors, particulièrement dans les pôles urbains. J'entends bien qu'à 50 km de Grenoble, le constat doit être modéré. C'est dire que cette densité que l'on onie tant, ou en tout cas où on se dit mais on ne va quand même pas oser vendre un lot de 350 m² à une jeune famille, osez, vous trouverez des acquéreurs sans aucun doute. Par contre, dans le soutien à la création, à la construction qu'on a eu ces dernières années, il me semble qu'on a abouti à une situation un peu anarchique et un peu étonnante,
qui est que on a considérablement augmenté la qualité des constructions, et dans le même temps, alors tout ça a été très, très soutenu par le dispositif CELIE et par d'autres dispositifs qui ont en même temps, pour la plupart d'entre eux, que ce soit le CELIE intermédiaire, le bordereau social, enfin je ne vais pas vous faire la liste, invité les bailleurs privés à plafonner leur montant de loyer. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de familles qui, quand elles sont locataires, pourraient être locataires d'un logement qu'elles vont louer 11 € du mètre, qui est un logement BBC en parfaite, où les charges sont peu élevées parce qu'il s'agit d'immeubles neufs. Et puis le jour où elles vont vouloir accéder à la propriété, et ben elles vont devoir acheter. Si elles veulent être dans du neuf, elles vont avoir un logement qui sera quasiment inatteignable parce que son prix est 30 à 35% plus cher que l'ancien. Et s'ils achètent de l'ancien, on va leur proposer du plan courant des années 60, à savoir une passoire énergétique, et donc un véritable sentiment de déclassement. Et donc on a ce phénomène qui est que, à avoir peut-être rendu la construction neuve à ce point qualitative, on a complètement bousculé le parcours résidentiel, et on a promis à tout le monde un absolu nirvana, en oubliant qu'en réalité, il va concerner très peu de personnes. Je suis, pour ma part, extrêmement interrogatif quand je vois qu'on lance des opérations d'accession à la propriété sociale dans du neuf. Je crois vraiment, aujourd'hui, eu égard à la qualité du neuf, que c'est pas là que l'accession sociale, c'est pas là que les enjeux d'accession sociale se passent. C'est peut-être un peu hétérodoxe comme propos, mais en tout cas, c'est une question à poser. Et je la pose parce que ce basculement du parcours résidentiel, le fait qu'on ait plein de logements des années 60, plans courants, etc., qui soient ces passoires énergétiques que je décrivais, aujourd'hui nous pose un problème, c'est qu'on est en train de voir dans nos statistiques, en réalité, une évolution du marché de l'ancien, avec les hypercentres qui tiennent encore, mais tout ce qui est la périphérie des hypercentres de mauvaise qualité, qui se vide petit à petit et qui ne trouvent plus d'accès dans la propriété. C'est-à-dire que même si vous diminuez vos prix, vous ne créez pas d'effet d'aubaine. Et par conséquent, notre crainte, nous, aujourd'hui, c'est de se dire, entre ces primo-accédants qui viennent à manquer et ces quartiers dont on se dit, ben, le jour où tous leurs occupants historiques qui ont acheté ça dans les années 60 et qui sont toujours là, viendront à disparaître, eh bien, on va avoir des friches d'habitat. On parlait il y a un instant des friches industrielles. On a le sentiment qu'il se crée des friches d'habitat. Et donc, je comprends très bien que des élus et des yeux de chimène pour la construction neuve, pour le BBC, pour des logements répondant aux normes du Grenelle, ça me paraît évident. Mais il ne faudrait pas que ces yeux de chimène deviennent des yeux de chimère et qu'on oublie que de l'autre côté de la rue, il y a un immeuble des années 60, que cet immeuble des années 60, eh bien, au fur et à mesure des décès des occupants historiques, il devient une copropriété en difficulté et une passoire énergétique, enfin il l'est déjà, la passoire énergétique, mais en tout cas quelque chose qui ne pourra plus se bonifier. Donc je crois qu'aujourd'hui, si je devais avoir qu'une seule idée quelque peu novatrice, c'est de dire pour un logement neuf construit, un logement ancien rénové. Allez-y. Oui, mais je souscris tout à fait au propos de mettre un année sur le marché immobilier tel qu'il se présente aujourd'hui, pour dire que le neuf souffre. Le thème de mon propos était de parler des contraintes pour la promotion immobilière, de la mixité, de la densité, de la diversité. Aussi, je vais évoquer cela pour la promotion immobilière privée, que je représente les contraintes liées, et éventuellement les leviers possibles. Tout d'abord, je rappelle que pour tout promoteur, le foncier est la matière première. On parlait de pétrole tout à l'heure, on n'est pas loin. Sans foncier, pas de projet. La recherche, la course au foncier, donc pour tout promoteur, la base même de son métier, j'allais dire sa survie. Aussi, comme toute matière première, il subit les fluctuations et les tensions liées à l'offre et la demande. Plus l'offre sera abondante, plus les prix seront tirés à la baisse. Et l'offre de foncier est entièrement dépendante des PLU,
que vous, élus, mettez en œuvre. Ce sont donc bien les PLU et donc les politiques publiques qui induisent les prix en régulant l'offre foncière. Le problème, c'est qu'il y a une différence de temps entre la réactivité d'un marché et le temps administratif, nécessairement de plus en plus long pour la mise en place de ces PLU. Et on arrive quelquefois à des distorsions, ce qu'on constate aujourd'hui, entre le marché qui est en récession et les PLU qui peuvent être en adéquation. Pour le premier point, donc, je crois que je vais vous parler de la densité. M. Segleroth en parlait tout à l'heure. Je pense que économiser le foncier, c'est primordial. Et la densité est le moyen de l'économiser. C'est le moyen de créer rapidement et presque ex nihilo une offre foncière. Toutes les directives nationales vont dans ce sens. Toutes les incitations, les SCOT et autres vont dans ce sens. Mais là, on se heurte souvent, on le constate nous sur le terrain, aux difficultés locales. Tout changement est souvent perçu comme négatif par les populations et relayé par les élus qui les représentent. On constate souvent une différence d'appréciation entre les élus que l'on retrouve dans des assemblées comme celle-ci et puis quand on les retrouve face à un projet où le discours n'est pas toujours le même. Un étage de plus, quelle horreur, encore du béton, massacrer la ville, c'est des propos qu'on a entendus. On le constate au quotidien, et à mon avis, la loi Allure va encore amplifier ces domaines. En effet, justement, on a les deux cas de figure. Soit les communes qui étaient dotées d'un PLU sans coste, avec des règles de prospect, de parking, de hauteur, et où là, les exigences poussées par les riverains ne permettaient souvent pas de remplir ces PLU, c'est-à-dire qu'on est obligé souvent de construire en deçà de ce que les règles des PLU nous autorisaient. Ce qui renchérissait bien sûr les coûts. Je rappelle ici qu'un nombre minimum de logements par cage d'escalier est nécessaire pour amortir les fondations, l'ascenseur, la clôture. Un étage de plus ne coûte pas le même prix à construire et permet donc de baisser le prix moyen global de l'opération. Et bien plus tard, les charges des occupants. Donc souvent, un étage, c'est ce qu'on nous demande d'enlever pour faire plaisir aux riverains. D'autre part, certaines communes qui s'étaient réfugiées derrière les COS pour réguler les densités se retrouvent, de par la suppression récente de ces COS pour la loi Allure, à modifier dans l'urgence leur PLU avec des règles d'emprise au sol, de hauteur et autres pour contrer la politique de l'État et allant ainsi à l'encontre de la densité nécessaire à la baisse des coûts. On le constate aussi sur l'agglomération chronophage. Si l'on est posé sur le prix des logements, il est nécessaire de réaliser une densité minimum sur les projets et donc une hauteur de bâtiment. Une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques années, lors d'une réunion avec un maire et son adjoint à l'urbanisme, j'argumentais pour une opération située sur un tellement entouré d'arbres de 35 mètres d'hauteur et donc invisible depuis la voie publique. J'argumentais non pour densifier plus, mais pour permettre à la densité égale de libérer de l'espace au sol, de mettre plus d'espace vert, et bien sûr de baisser les coûts de construction, donc le prix de vente, et donc plus tard les charges des occupants. L'adjoint m'avait répondu, M. Trignard, vous avez techniquement raison, mais politiquement tort. Après réalisation, le résident des appartements, le maire m'a fait part de son regret de ne pas m'avoir écouté à l'époque. L'opération, bien réussie, aurait été encore plus belle. La difficulté donc bien, pour les élus, le challenge est bien de faire accepter la densité, la hauteur aux populations. Ce qui, bien sûr, n'est pas toujours facile, je le concède. On le voit bien d'ailleurs dans les recours qui sont intentés. La mixité sociale. On n'en a pas parlé jusqu'à là. Je rappelle que la mixité a été imposée aux communes par la SRU. Elle a été imposée aux communes, non pas aux promoteurs. C'est par péril successifs, pour pallier au manque de foncier public, aux fonciers maîtrisés par les bailleurs, que cette obligation, par glissement, a été imposée dans toutes les opérations. On est passé d'une mixité communale, d'une mixité de quartier, à une mixité d'immeubles, voire une mixité de paliers. Or, sur du foncier public, une grande parcelle, il est assez facile de déterminer des escalopes en accession, des escalopes locatives, et cela fonctionne assez bien. Sur des événements privés plus petits, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ce qui conduit nécessairement, pour les raisons techniques, à recourir à la FA, n'importe un état futur. Or, cela conduit par la politique de prix pratiquée à ce jour par les bailleurs, qui sont par ailleurs soumis à leurs propres contraintes,
à établir une péréquation financière au sein de chaque opération. C'est-à-dire que ce sont les acheteurs privés qui payent une partie du déficit de la partie sociale. La péréquation et la solidarité ne s'établissent plus au niveau de l'État ni de la commune comme dans les ZAC, dont les déficits que l'on évoquait tout à l'heure, 17 millions d'euros pour Boucher-les-Villers, sont réglés par la collectivité, mais au sein de chaque opération. Or, ceci est moins en moins possible. En effet, cette péréquation a conduit à une hausse des prix d'accession. Cette hausse était possible jusqu'à très récemment, comme l'évoquait Maître Naïf tout à l'heure, par les avantages fiscaux concédés aux investisseurs, avec notamment la loi Sellier. Cette hausse des prix a donc été, absorbée par les promoteurs l'ont accepté, l'ont fait absorber par leurs acquéreurs, et ça participe à la hausse. Aujourd'hui, avec la récession, l'arrêt brutal des ventes en neuf, accentué par les lois du flot et Allure, les prix sont à la baisse. Et je rappelle que nos acquéreurs ne sont pas tous des riches, ce sont des classes moyennes qui travaillent pour pouvoir payer un crédit et s'en être souvent sur des longues durées, 20-25 ans pour pouvoir devenir propriétaire. Attention donc au dosage du locatif dans les opérations mixtes afin de ne pas arriver à un blocage qui serait préjudiciable à tous. Je rappelle que la promotion privée réalise 30 à 40% des logements locatifs. Le ralentissement de fait de la promotion privée va donc entraîner immanquablement une baisse des réalisations des logements sociaux. Par ailleurs, l'accession sociale, qui commence à émerger ici et là, est également un piège. Je souscris également à l'analyse de Maître Naïf, qui restera encore plus la part restante de plus en plus petite d'accession libre. Les accédants ne sont plus aujourd'hui prêts à payer plus cher leur logement que celui de leurs voisins de palier, dont les revenus sont souvent très proches. Ils ne comprennent pas la différence de prix. Il est préférable d'essayer, à mon sens, de faire baisser le prix de vente moyen global de l'opération, plutôt que de stratifier et d'enrayer le marché avec une offre qui conduirait à désolvabiliser le peu d'accidents restants. Aujourd'hui, on constate bien sûr un ralentissement net des ventes, contraint par les exigences des banquiers qui, pour lancer une opération, nous demandent 50% de réservation, contre 30% il y a quelques années. On va très vite constater que les objectifs de construction ne sont pas atteints. Toujours plus de règles conduit à l'uniformité. Aujourd'hui, pour être architecte, il faut d'abord être agrégé de grammaire, voire mathématicien, pour décrypter une règle de PLU. M. Glovat a évoqué tout à l'heure la difficulté pour les élus de mettre en œuvre un PLU, mais pour nos architectes ou pour nos promoteurs, c'est souvent difficile de les lire, voire de les comprendre. Entre la virgule, la position de la virgule, le premier rang, le deuxième rang, l'interprétation d'une règle est rarement aisée. Par ailleurs, plus la règle est compliquée, plus il est facile de trouver une feuille juridique, et donc un sujet à recours. Ce sport national qui bloque un nombre considérable de projets. J'invite donc les rédacteurs de PLU à essayer d'être le plus clair possible dans la rédaction. C'est une gageure, mais on veut toujours tout réglementer. Je pense qu'on a surtout besoin de liberté, de créer un cadre et de laisser les professionnels travailler à l'intérieur. Attention aussi aux règles qui vont chercher des économies tout à l'heure, pour baisser les coûts. Attention aux règles qui engendrent des coûts inutiles pour les. Je pense aux hauteurs notamment. Si le choix du nombre d'étages est un choix politique, laissons au moins un peu de liberté à l'intérieur. Je rappelle une évidence, nous sommes dans une région difficile. On en parlait tout à l'heure avec des terrains en pente, de l'eau, des contraintes techniques. Pourquoi, par exemple, chose que j'ai vue dans un PLU, pour 3 niveaux souhaités, contraindre à 9 mètres de hauteur, ce qui conduit à des contorsions architecturales et techniques génératrices de coûts inutiles. On oblige par exemple à s'enfoncer les immeubles dans des terrains gorgés d'eau alors qu'il faudrait au contraire les surélever. Tout cela pour respecter une règle adaptée. Pour définir le bon prix du foncier, il est également nécessaire de connaître le plus en amont possible les contraintes financières liées, contraintes financières publiques, telles que TVA, PUT, PE. Dans le contexte budgétaire qui est celui des collectivités, c'est vrai que ces outils peuvent être utilisés pour créer des aménagements. Il est nécessaire pour nous promoteurs de connaître ces contraintes le plus en amont possible. Qu'on les connaisse quand on va négocier le foncier, parce qu'ensuite il est très difficile de revenir en propriétaire et d'annoncer que le prix proposé n'est plus valable par rapport à ces taxes mises en œuvre. Augmenter le prix des appartements pour appliquer ces taxes ou ces participations de quelques milliers d'euros, comme l'a suggéré un élu encore très récemment, n'est plus possible. À quelques milliers d'euros près,
les gens aujourd'hui ne peuvent plus acheter. J'étais avec un maire il y a moins de 6 mois qui mettait une PVR sur un terrain, le permis de construire, quelques jours avant la délivrance du permis de construire. Et je lui dis, moi, dans mon compromis, c'est imputable sur le propriétaire, parce que il me dit, non, c'est pas la peine, le propriétaire, c'est pas la peine, vous avez augmenter les appartements qui a quelques milliers d'euros. C'est pas possible. C'est pas possible. La diversité, c'est aussi la diversité des produits et des clients. Et on a souvent des souhaits d'élus qui nous demandent des appartements familiaux de tel ou tel type. Notre métier a besoin de liberté. C'est nous qui sommes au contact de la clientèle, c'est nous tristes. Et donc, on a besoin de liberté pour adapter les typologies d'appartements au jour de déroulement d'une opération. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je vous rappelle que les banques nous demandent 50% de réservation pour pouvoir démarrer une opération. Or, il faut savoir que pour atteindre 50% de réservation, c'est très difficile uniquement avec des accédants. Parce que les accédants n'ont pas les mêmes impératifs et mettent du temps à se décider, ou quand ils se décident, ils veulent l'appartement assez rapidement. Les investisseurs sont donc nécessaires pour atteindre ces 50%, ce qui nécessite des appartements adaptés, T2, T3. Cette mixité de typologie à l'intérieur des opérations est donc primordiale si on veut que l'opération se déroule dans de bonnes conditions et puisse démarrer assez vite, ce qui est l'objectif de tout chantier. En conclusion, je dirais que nous avons besoin de règles claires et stables, car la promotion s'inscrit dans un temps long. Nous avons besoin de liberté pour pouvoir exercer notre métier. Nous avons besoin de confiance et d'écoute pour collaborer avec les collectivités dans un partenariat positif, comme cela est déjà le cas, d'ailleurs, je tiens à souligner, dans de nombreuses communes. Merci. Je rebondis sur vous, Pascal Claire. Il y a notamment une intervention de Gilles Frignat sur laquelle peut-être vous voulez intervenir. Comme ça, le logement social fait augmenter le prix de l'immobilier de manière générale. Et finalement, est-ce qu'on a raison de faire des outils de mixité sociaux dans nos pays? Alors effectivement, je crois qu'on ne peut pas limiter la mixité sociale à un problème financier. Voilà. Elle a beaucoup d'autres objets. Alors, juste quelques remarques sur les propos précédents également de Maître Nallet. Alors, je souscris tout à fait à la difficulté de mettre un petit peu en vis-à-vis du logement neuf excessivement performant et du logement ancien. Alors, nous-mêmes, bailleurs, menons ce combat depuis de nombreuses années, puisque nous gérons notre parc de logements anciens et qu'on le dit à tous les maires que l'on côtoie, quand on souhaite construire, il faut aussi penser à la réhabilitation de ce parc, alors que ce soit pour des locataires sociaux ou des locataires ou des propriétaires privés. Je crois que l'objectif est le même, donc là-dessus on est tout à fait d'accord. Pour revenir sur l'accession sociale, alors effectivement l'accession sociale, je pense qu'elle a une vraie utilité justement en construction neuve, puisqu'elle va permettre à des ménages dont les ressources sont limitées d'accéder à un logement, c'est quand même le but de beaucoup de Français. Et ce créneau-là, elle ne pouvait pas le prendre dans la promotion privée classique, puisque justement les prix sont trop élevés. Donc je dirais quand même que l'accession sociale offre un vrai parcours résidentiel à toute une catégorie de population qui est malheureusement de plus en plus importante du fait de la raréfaction de leurs propres revenus, leur diminution en tout cas, et que c'est de notre rôle justement d'offrir un logement neuf, là aussi performant, de manière à pouvoir agir par rapport au ménage non seulement sur un prix de vente qui soit accessible pour lui, mais justement des charges qui soient à court, moyen et long terme aussi supportables pour les ménages. Alors concernant le problème de la mixité sociale et de la VFA, c'est vrai que la mixité sociale, on en a tous rêvé, et je pense que tout le monde est satisfait de son déploiement, et les bailleurs sociaux se battent et souhaitent réellement avoir des escalopes foncières dédiées pour justement pouvoir intervenir en maîtrise d'ouvrage direct et pouvoir, de par tout le partenariat qu'on mène depuis de nombreuses années avec les promoteurs privés, pouvoir agir ensemble et éviter ces problématiques de prix, de coûts. Alors quand on parle de coûts dans le cadre des VFA, l'objectif des bailleurs sociaux, c'est que le prix des VFA ne soit pas supérieur au prix d'une opération de logement social que l'on pourrait porter directement.
Alors bien évidemment dans une idée de bien utiliser l'argent public, puisque vous le savez quand même, nos opérations sont subventionnées, même si ces subventions diminuent année après année, elles existent encore. Il y a la TVA aussi qui est réduite, enfin on a quand même certains avantages liés à l'État, aux collectivités locales, qui ne nous permettent pas, qui doivent justement nous éviter de nous envoler dans ces prix de VFA. Et on se doit de maîtriser aussi nos fonds propres. Donc c'est un vrai combat pour faire en sorte que, enfin une difficulté, je le sais, pour les promoteurs et pour nous, d'arriver à ce que les logements de VFA ne soient pas plus chers que du logement social classique. Alors c'est vrai que pour ceci, pour y arriver, on a un seul point d'entrée, et on est dans le bon atelier pour ça, c'est le foncier justement. Bien évidemment, on est soumis, promoteurs privés ou publics, aux mêmes contraintes, aux mêmes normes, aux mêmes contraintes de construction. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation thermique 2012, on est grosso modo sur les mêmes attentes au niveau des performances énergétiques. Donc c'est vrai que le coût du bâti, bon an, mal an, il est le même, et on se rejoint très souvent sur nos cahiers des charges techniques. Donc il est bien évident que la différence avec le coût du foncier, vous le savez, les bailleurs ont toujours travaillé très proche de vous, collectivités, pour fabriquer ce foncier, pour permettre que le foncier, justement, puisse voir aboutir des opérations de logements sociaux. Donc ça, c'est historique, on l'a toujours fait ensemble, ce qui n'est pas le cas de la promotion privée, bien évidemment, qui négocie plutôt de gré à gré avec les propriétaires des terrains, historiquement parlant. Du coup, il est évident qu'il faut avoir une action sur ce foncier et qu'il n'y a qu'en accompagnant la négociation justement et en faisant en sorte que les propriétaires des terrains privés aient bien connaissance de ces contraintes de mixité, et ça s'est fait notamment par l'application d'une charte sur Grenoble depuis déjà 7 ou 8 ans, grâce à l'appui de la collectivité et au fait qu'elle impose cette mixité sociale, ça doit aussi permettre aux propriétaires fonciers de prendre en compte dans le prix de son terrain cette contrainte. Et c'est grâce à ça que l'on arrive à sortir des opérations en VFA. Bon, je vous rappelle quand même, M. Trignal a dit qu'effectivement ça s'était largement développé ces dernières années et que ça se fait aussi en partenariat avec vous. Donc c'est vrai que moi j'aimerais quand même rebondir un peu sur vos politiques foncières, parce que bien évidemment qu'elles sont au cœur de la problématique du développement de l'habitat. Tous les outils que vous maîtrisez et qui vont permettre de répondre aux enjeux, aux objectifs de développement de vos territoires à court, moyen et long terme. Alors le PLU, on en a parlé, c'est un levier majeur bien évidemment d'action foncière, il fixe une programmation, il fixe toutes les règles de constructibilité qui ont été évoquées précédemment. Elles sont excessivement importantes, c'est la base de tout dessin de projet, et c'est bien évidemment là-dessus que l'on peut réaliser un projet économique ou pas. C'est très facile, on le disait, un étage, un niveau de sous-sol, de l'eau dans les sous-sols, un deuxième niveau de sous-sol nécessaire et obligatoire. Voilà, on arrive très très vite par un petit trait architectural à sortir un projet économique ou pas. Et là-dessus, je me bats aux côtés des promoteurs pour que tous les services d'urbanisme aient bien en tête que ce qu'ils écrivent déjà à travers les PLU doit être clair, parce qu'effectivement on a beaucoup trop souvent d'interprétations possibles, et toute interprétation veut dire après un recours, et quand il y a une interprétation possible, le juge il a quand même un peu du mal à trancher. Donc déjà on perd plusieurs mois, voire plusieurs années sur un projet, et on n'est pas sûr de gagner à la sortie. Donc vraiment, nécessité d'éclaircissement dans les PLU. Alors je crois que comme il y a en ce moment en Isère beaucoup de PLU qui sont revisités, c'est vraiment l'occasion d'être beaucoup plus clair dans vos objectifs. Alors le PLH, c'est un document structurant des politiques de l'habitat des collectivités, parce que lui aussi il doit mettre en adéquation les besoins en logement et le potentiel foncier réel de vos territoires. Vous devez recenser, il doit permettre le recensement des gisements fonciers, et l'objectif derrière c'est de fabriquer, sur la base de ces gisements repérés, de monter des projets, de fabriquer du foncier qui soit compatible avec la sortie de toutes les opérations, comme vous l'avez vu, qu'elles soient à destination économique, habitat, mixte, etc.
Donc, de par ce PLH, vous avez la main pour planifier des actions, hein, un volet d'action qui va permettre d'augmenter l'offre de ces terrains accessibles, constructibles, d'augmenter la densité, on en a parlé tout à l'heure. Alors là-dessus, quel est le rôle des organismes? Nous, historiquement, on travaille très proche de vous pour sortir nos projets. Hein, les bailleurs sociaux, c'est impossible de sortir un projet de logement social sans un partenariat très étroit avec la collectivité. Et c'est vrai qu'on a plusieurs rôles à mener. Un rôle qui est assez, justement, au moment où vous élaborez vos PLU, vos PLH, pour vous accompagner à ce niveau-là. Donc on n'est pas encore vraiment dans l'opérationnel, mais on voit que le lien étroit qui se tisse doit permettre aussi de décider à ce moment-là des modes d'action foncière qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et là aussi, c'est quand même très important pour la collectivité. Et puis, on a des interventions qui se font après, une fois que le terrain il est un peu mieux ciblé, pour calibrer l'opération, la localiser, vous accompagner dans vos choix opérationnels au niveau de la forme urbaine, du produit logement, de la méthode de négociation qui peut être mise en œuvre. Les organismes vont renforcer leur lien avec les établissements fonciers, ça c'est clair, avec les opérateurs privés, on l'a bien abordé dans un souci d'opérationnalité et de mixité. Il est également important, je crois pour nous, de conforter notre propre capacité de prospection, de négociation, d'action foncière. De nombreux organismes ont à cet effet développé en interne des services fonciers, une collaboration inter-organismes, des mutualisations de compétences. Et c'est vrai que là aussi, l'exercice de la compétence d'aménageur que de nombreux bailleurs possèdent à toutes les échelles pourra souvent être un levier, un atout dans la captation du foncier. Par ailleurs, on peut imaginer aussi des montages innovants qui commencent à voir jour en Alpes, que ce soit des baux à long terme. C'est vrai que le bail peut être pour une collectivité un moyen de rester propriétaire d'un tènement tout en ayant investi sur ce tènement-là et donc permettre la sortie d'un projet. Des projets urbains partenariaux, etc., qui peuvent se monter. Et puis, on n'insistera jamais assez aussi sur la nécessité d'avoir recours plus largement à l'aménagement public. Il est évident, on l'a bien vu, que les AC, les ZAD, enfin tout ce qui même si c'est très compliqué, on en a parlé tout à l'heure, à travers Bouchalet, Vialet, mais bien d'autres AC. Et on voit bien qu'en ce moment, on est plutôt en panne de ce côté-là. Mais c'est quand même toute cette production de foncier à une échelle assez importante qui permet aussi la cohabitation, la mixité sociale et l'intervention de chacun dans des conditions très visibles et très claires. Par ailleurs, on l'a évoqué assez rapidement tout à l'heure, on est aussi sur un territoire très contraint par des plans de prévention des risques, hein, que ce soit technologiques ou autres, qui sont là aussi en train de se mettre, de se réaliser, hein, qui ne sont pas encore sortis. On attend encore la sortie de pas mal de PPR. Et ça aussi, c'est des vraies contraintes qui peuvent soit bloquer, soit débloquer des fonciers. Donc on a souvent et encore très récemment mobilisé le préfet sur cette importance-là, de manière à déjà ce qu'il puisse accélérer la mise en œuvre et la sortie de ces PPR, parce qu'aujourd'hui, sur ces territoires-là, les fonciers sont bloqués, et en essayant justement de faire en sorte qu'ils permettent une certaine constructibilité. Alors pour terminer, un levier aussi important sur le foncier, on en parle beaucoup, même si c'est difficile et long, c'est quand même le foncier de l'État. Hein. Vous en avez entendu parler, c'est un levier important qui demande un travail en amont, lui aussi important, puisque c'est propriété de l'État. Bon, l'État ne va pas les céder gratuitement, bien évidemment, même s'il y a des décotes financières qui sont possibles. Donc les projets doivent être travaillés en amont et les bailleurs, bien évidemment, se proposent d'y participer de manière à pouvoir, sur ces projets-là, favoriser des projets denses. Je crois que c'est quand même l'occasion sur ces fonciers d'État de favoriser la densité et bien évidemment d'imposer une forte composante sociale, puisque c'est quand même la destination un peu privilégiée de ces terrains d'État. L'objectif étant toujours de garantir des coûts de foncier qui soient compatibles avec le logement social. Alors un autre challenge, d'autres challenges nous attendent. On a parlé un petit peu de la lutte contre l'étalement urbain,
et sa conséquence aussi de refaire autant que possible la ville sur la ville et qui renforce l'exigence de développement de nos compétences. En effet, au niveau urbain et très urbain, ce qui est important, c'est que le foncier qui peut paraître disponible, et on l'a vu tout à l'heure avec les friches, il est très complexe. Ce sont des friches, des dents creuses, des immeubles de bureaux transformés, la restructuration de zones d'activité en déclin, etc. Et c'est vrai que ça nécessite à la fois une politique vigoureuse des collectivités et une expérience affirmée des opérateurs pour justement participer à cette chaîne de la production, du recyclage de ce foncier constructible. Donc on voit bien qu'on a vraiment du foncier, il en existe. Après, il faut qu'on arrive à se mettre tous autour de la table pour arriver à faire en sorte que ce soit dans nos règles de construction, dans nos négociations foncières, dans des montages. Alors là, je me tourne vers les notaires parce qu'ils ont beaucoup de choses aussi à nous apporter dans ces montages de dossiers complexes. On arrive en travaillant dossier par dossier, à mettre en œuvre tous ces leviers et à permettre de sortir quand même un maximum de projets. Merci beaucoup. Jean-Marc-Marie, on termine avec vous. On voit qu'on vous demande beaucoup de choses, en tout cas les personnes qui sont autour de cette table vous demandent beaucoup de choses. On voit aussi que le rôle des collectivités locales évolue considérablement sur cette question d'habitat. Il y a encore 10 ans, politique locale de l'habitat, c'était faire du logement social, pour le résumer et faire le pas. Aujourd'hui, on vous demande aussi d'être régulateur, on vous demande d'intervenir aussi, de faire de l'habitat un enjeu économique et un enjeu de développement durable. Vous faites quoi, vous, pour répondre à ça? On nous demande d'être régulateur, libérateur aussi, donc les promoteurs immobiliers, là, ça fait beaucoup de missions. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses, c'est vrai, M. Trignat nous a fait part des remarques que peuvent lui faire des élus sur des projets immobiliers en disant allez baisser d'un étage. Bon, je ne sais pas pour les élus qui sont là ici, bon, moi ça fait quelques campagnes électorales que je fais et quelques élections où on est réélu dans la ville de Rives. Je peux vous dire que lors de cette dernière élection, la densification de la commune que nous avons menée d'ailleurs, qui s'est très bien passé, M. Trignat a travaillé avec nous sur un projet d'ailleurs à Rives qui s'est très bien passé et qui a été, à notre avis, mené de manière relativement intelligente, y compris d'ailleurs avec les promoteurs à l'époque, avec ceux avec qui on a travaillé, mais j'y reviendrai. Cette densification a été l'objet d'un débat énorme lors des dernières élections municipales pour des communes comme la nôtre, qui fait 6000 habitants, qui a gagné en effet entre 400 et 500 habitants sur les 10 dernières années, parce que justement on a fait de la densification, on a mis du logement. Et ça a été un vrai débat, donc ça veut dire grosso modo, hier, pendant les campagnes des élections municipales, mais demain aussi, pour défendre des projets de densification, il va falloir qu'on sorte les casques, mais tous ensemble. Nous, on ne pourra pas aller à la bataille avec des casques seuls. Donc, il va vraiment falloir qu'on appelle à travailler ensemble. Et en tout cas, en ce qui concerne l'intercommunalité, pour parler de celle que je connais le mieux, qui est celle du Pays Voironnais, il est évident que les intercommunalités aujourd'hui ont un rôle essentiel à jouer sur, bien évidemment, la politique de logement et la politique foncière qui doit accompagner cette politique de logement. Donc concrètement, sans vouloir, bien évidemment, enfoncer le clou sur la politique foncière, bien évidemment, si on pouvait, comme on peut aujourd'hui avec un certain nombre d'outils, anticiper les besoins fonciers et faire en sorte d'acheter du foncier quand il y en est encore temps, plutôt que d'avoir à l'acheter au dernier moment, bien évidemment c'est mieux. Et donc ça, nous, en tant que collectivité, et avec les outils tels que les établissements publics fonciers, on le fera de plus en plus et volontiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'intercommunalités sont aujourd'hui membres d'un établissement public foncier, avant qu'on les y oblige. Je regarde Gérard Lera aussi, on connaît bien toutes ces problématiques-là. En tout cas, bien évidemment, aujourd'hui, plus on anticipe, mieux ça vaudra, et mieux ça vaudra pour tout le monde. Alors, bien évidemment pour les bailleurs sociaux, parce que, en tout cas pour certaines communes, on a un besoin important de logement social aujourd'hui, qui est aujourd'hui réel. Et donc, dès qu'on pourra faire, y compris des opérations, entre guillemets, ce qu'on appelle en 100% logement social, parce qu'on continuera à les faire, parce qu'il faut les faire, parce qu'on a des besoins importants,
et que l'évolution aussi des populations fait que ce besoin est important. Et bien évidemment, ce foncier qui aura été anticipé, on pourra le mettre à disposition et le négocier, alors pas le mettre à disposition, mais le négocier avec les promoteurs pour permettre de sortir des logements à des coûts le plus favorables possible pour l'accession à la propriété, alors que ce soit l'accession à la propriété totalement libre, l'accession à la propriété des investisseurs qui est dans des conditions, on va dire, peut-être, en tout cas fiscales un peu particulières, mais aussi, en effet, de l'accession à la propriété sociale qu'on souhaite également réaliser aujourd'hui pour nos populations. Donc il y a à la fois, bien évidemment, les intérêts des promoteurs et par rapport aux besoins qu'ils ont de travailler pour les investisseurs. Aussi, il y a les besoins de nos populations qu'il faut qu'on arrive à discuter, à négocier ensemble. Donc bien évidemment, cette politique foncière, on la suit avec chaque commune, en tout cas au niveau du Pays Voironnais. On la suit d'autant plus aisément avec chaque commune qu'on a des documents de planification supplémentaires au PLH. Je pense au schéma de secteur qui nous permet de travailler sur les communes, pas uniquement sur le logement ou l'assainissement ou l'eau, mais aussi d'avoir un suivi régulier des PLU, d'être conseil sur les PLU. Et donc c'est un aspect qu'on va d'ailleurs renforcer dans ce mandat-là en apportant une aide technique et financière aux communes pour toutes les modifications de PLU communaux qui vont être lancées, bon, en attendant peut-être un jour le PLU intercommunal. Mais en tout cas, pour notre part, on va dire la planification intermédiaire qu'est le schéma de secteur nous permet vraiment de travailler avec beaucoup de régularité avec les communes, d'autant plus qu'on offre une ingénierie, on va dire, en termes de montage de projets à toutes les communes du Pays Voironnais, donc qui peut aller simplement donc, du conseil ou de l'ouverture vers le portail départemental d'ingénierie, mais aussi peut aller jusqu'à la prise en charge dans des communes d'opérations structurantes qui sont en mixité, alors pas uniquement en mixité de logement, mais en mixité d'activités, équipement public, services, commerce, etc. Et donc, où la collectivité Pays Voironnais ira jusqu'à la participation au déficit de l'opération en la prenant, entre guillemets, comme compétence communautaire sur des opérations particulières. Donc, toutes ces aides-là, bien évidemment, ça nous permettra de faire en sorte que le foncier ou le coût du foncier soit bien évidemment une donnée, mais que s'il y a vraiment des problématiques par rapport à ce coût du foncier, on pourra influer par d'autres interventions et par d'autres, on va dire, aides. Peut-être la dernière chose, parce que je ne veux pas être trop long, la dernière chose, c'est qu'on a parlé de formules innovantes par rapport, on va dire, à un certain nombre de choses. On a parlé des baux à long terme. Bon, pour information, j'en profite pour excuser Jean-Paul Bré qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Il aurait bien voulu dire un petit mot en conclusion. Par exemple, là, dans le local où on est sur un bail amphithéotique administratif. Donc l'ensemble du domaine appartient au Pays Voironnais et on est sur un bail amphithéotique administratif qui lie l'association, mais je crois qu'il y a maintenant une SCOP qui gère l'ensemble du domaine, et le Pays Voironnais avec chacun, on a chacun des obligations d'investissement réalisées, etc. Et donc, voilà un exemple de participation entre le public et le privé qu'on peut penser pouvoir également mettre en place sur des opérations immobilières à l'origine. Et puis le travail qu'on peut faire autour de... Alors on l'a fait autour de PAE dans la ville de Rive par exemple, ou autour de PUP. Hein. Donc bon, le PAE de la ville de Rive, il a tenu jusqu'au bout, on a eu de la chance, parce qu'il y en a pas mal qui ont été annulés. Donc, mais aujourd'hui, on peut aussi bien évidemment mener des opérations sous forme de PUP, on continue à le faire, et je pense que l'intercommunalité aura un rôle d'encouragement de ce type d'opération dans les communes dans les années à venir, de manière à ce que chacun puisse négocier également à la fois ses participations et aussi faire comprendre les intérêts bien compris à la fois des promoteurs, des opérateurs, bon, des notaires peut-être, mais les notaires, j'allais dire, ils sont là en rôle de conseil. Il n'y a pas d'idée. Voilà. Mais vous avez des idées quand même, vous nous l'avez montré. Et puis, bon, encore une dernière réflexion, c'est qu'on on parle du foncier, donc le foncier c'est important, mais en effet, il y a des choses qui existent déjà, et donc bien évidemment, il faut que dans la politique de logement ou dans les politiques de logement qu'on mette en place, y compris avec les promoteurs privés, on puisse également travailler sur le bâti existant, les copropriétés ou le privé existant, de manière à pouvoir aussi sortir des opérations mixtes à terme, pour pouvoir aussi équilibrer en effet l'intervention et améliorer la qualité de l'habitat, pas uniquement de faire des beaux logements neufs. Bon, après, c'est des règles de construction,
qui vont dans le bon sens, hein, y compris pour les locataires dans les locataires dans les sociaux. Ça va dans le bon sens d'avoir des bâtiments BBC, etc., parce que ça baisse les charges. On sait le coût des charges dans les bâtis anciens pour les locataires, donc bon, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Bon, il reste qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble de ces aspects, et je reviens sur la réflexion que faisait notre collègue, je crois, de Blimbin tout à l'heure, sur l'intervention ou sur les problèmes de densification. Oui, on a fait des zones industrielles ou des zones d'activité précédemment qui ne sont pas assez denses, où on n'a pas fait attention à la densité, où on n'a pas fait attention au mètre carré de terrain qu'on va dire à chaque entreprise. Aujourd'hui, à nous de travailler avec les entreprises qui ont des mètres carrés de terrain en trop pour pouvoir faire en sorte que ces mètres carrés soient remis sur le marché et puissent permettre des implantations sans qu'on crée de nouvelles zones d'activité ou qu'on aménage des zones d'activité alors qu'on a encore plein de fonciers disponibles sur ce qui existe déjà. Ça, c'est aussi des pistes qu'il faut qu'on regarde aussi dans l'habitat, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup.